Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regard croisé. Souvent perçue comme une issue de secours, la formation professionnelle est au cœur des enjeux de l'employabilité des jeunes. Structures publiques sous-dotées, centres privés non reconnus, diplômes sans valeur. Ce soir, nous posons cette question. Formation professionnelle, tremplin ou impasse ? Pour aborder cette thématique de la formation professionnelle, j'ai le plaisir de recevoir Harouna Sy, titulaire d'un bachelor en logistique obtenu à l'École supérieure des pays de la Loire à Angers et d'une maîtrise en management des affaires de l'Institut européen des affaires à Paris. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le domaine de la formation, notamment en tant que directeur adjoint des études et responsable de formation logistique. Il est aujourd'hui administrateur à l'École mauritanienne du commerce et de l'industrie. Il nous apportera son éclairage sur les réalités et les défis du secteur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir invité. Alors, pour poser les bases par rapport à cette thématique, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on entend concrètement par la formation professionnelle dans notre contexte? Bon, dans notre contexte, la formation professionnelle, c'est une acquisition des compétences donc dans un domaine défini. Donc, il peut être mécanique, soudure, électricité, comptabilité, etc. Donc une compétence requise en fait, acquisition de compétences plutôt, excusez-moi. Alors quel rôle peut jouer cette formation professionnelle dans la lutte contre le chômage? Cette formation professionnelle, d'ailleurs, est la meilleure des formations pour lutter contre le chômage des jeunes. Pourquoi? Parce que quand on prend la formation professionnelle, donc l'étudiant sort opérationnel. C'est-à-dire qu'au bout de la formation, il sort, il est apte à travailler. Okay? Donc apte à travailler, donc soit il peut postuler pour trouver un emploi ou travailler à son compte. Je ne comprends pas cette logique de apte à travailler parce que pour toutes les formations, je pense que la logique de faire la formation, c'est de sortir avec des compétences, que ce soit les formations universitaires ou de ce qu'on en parle là maintenant, de formation professionnelle. Justement, non, parce que malheureusement, les formations universitaires, supposons on sort avec un diplôme de spécialité en droit, en sociologie, en histoire, géographie, etc. Donc on a besoin d'être reconduit, c'est-à-dire s'il faut enseigner, on doit faire une formation pédagogique en plus. Ou si on est amené à travailler dans une administration, on a besoin d'être coaché, formé, donc suivi. Donc on n'est pas tout de suite opérationnel. C'est ça la différence. Alors qu'un maçon, un menuisier, un électricien, on ne va pas l'apprendre à faire le travail. Il le sait déjà parce que dans sa formation, il le fait pratiquement manuellement. C'est le contraire de la formation théorique, en gros. Exactement. D'accord. Alors pourquoi, selon vous, la formation professionnelle est-elle souvent choisie par défaut? Alors, malheureusement, la formation professionnelle est choisie par défaut. Mais ça ne devrait pas. Parce que c'est une formation comme les autres formations, si j'ose dire, ou mieux que les autres formations. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, non seulement on sort opérationnel, mais en fait c'est par rapport au milieu, à l'environnement. Dire que quelqu'un, par exemple, est soudeur, dire que quelqu'un est mécanicien, dire que quelqu'un est électricien, c'est un peu dévalorisant malheureusement.
Alors que c'est un métier, c'est des métiers comme les autres métiers. Et d'autant plus que on peut commencer dans ces formations avec un niveau CAP, donc CAP. Et puis après, aller à un niveau BT. Ensuite, faire un BTS. Et ensuite, si on a envie, si on a la motivation, on peut faire une licence, master, etc. Donc, on peut finir ingénieur. Donc, on peut commencer par le CAP et finir ingénieur. Malheureusement, c'est ce que les gens ne savent pas trop. C'est incompréhension parce qu'on remarque que c'est un choix, comment dirais-je, c'est un choix qui est fait après en échec, en pré-échec, si je peux dire ça comme ça. Parce que la plupart des gens qui se tournent vers ces domaines ont, dans un premier temps, fait d'autres études ou essayé de faire d'autres études. Après l'échec, ils se reconvertissent vers cette formation professionnelle. Alors, comment voyez-vous cela Justement, en fait, c'est exactement ça. C'est l'échec qui conduit à faire ces formations. Donc, c'est le plan B en quelque sorte. Alors que, comme j'ai dit, tantôt, ça ne devrait pas. Bon, après, maintenant, je pense que c'est en fait, c'est l'État peut-être qui devrait en fait faire en sorte de valoriser en fait ce genre de métier. C'est-à-dire que souvent on perd du temps à faire des années au collège, au lycée, etc., sans pour autant être en fait, sans pour être fait pour ça. C'est-à-dire on est fait pour peut-être autre chose. Alors, dès le bas âge, on peut dire en fait que moi je suis fait par exemple pour être électricien. Alors, je vais aller jusqu'à devenir ingénieur en électricité. C'est ce que je vise en fait. Alors, moi, je veux être mécanicien. Alors, donc, je vais faire ce métier à partir du primaire. Hein? Alors, donc, je veux continuer dans ce métier, mais pour être, comme je dis, ingénieur. Alors, maintenant, moi, je dirais qu'il y a un pas qui a été fait parce que pour la formation professionnelle, c'est à partir de 16 ans. Donc, 16 ans. Donc, peut-être qu'à partir de 16 ans, on est en échec scolaire. Alors, pas forcément. Maintenant, à partir de 16 ans, on peut faire le CAP. Donc c'est d'ailleurs mieux de commencer à cet âge-là, de ne pas attendre que ça soit un échec, 2 fois le bac ou 1 fois le bac, après je me réoriente vers ce type de formation. Donc, et puis il faut que ça soit aussi valorisé au sein des familles. Au sein des familles, parce que c'est quelque chose aussi qui peut aussi être blessant, entendre dans la famille parler, dire qu'il est mécanicien, il est soudeur, il fait ceci, cela. Donc, il dévalorise, alors que ça ne devrait pas. Donc, tout le monde, en fait, doit jouer. J'ai dit l'État, mais nous aussi, vous et moi aussi, on doit jouer aussi notre rôle pour changer l'image. Vous avez souligné un point très important tout à l'heure. Ce serait possible d'instaurer une politique, c'est-à-dire qui est cette étude et la formation professionnelle en parallèle dès le bas âge. Dès le bas âge pour que la personne, comment dirais-je, ou l'enfant, à défaut de ne pas être qualifié pour ce genre d'études, puisse être reconverti automatiquement ou directement ou sans trop de pression vers la formation professionnelle très tôt. Oui, en fait, pas forcément ne pas être qualifié pour faire les études, parce qu'à la base, on est tous capables, on est tous intelligents. Alors, maintenant, c'est peut-être un suivi, un manque de suivi, d'une part, et d'autre part, c'est en fait le bon vouloir de l'enfant. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il aime faire les maths au quotidien? Est-ce qu'il aime faire la conjugaison au quotidien? Est-ce qu'il aime faire la grammaire au quotidien, etc. Donc, ça peut être quelque chose qui, par exemple, ne le convient pas. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais il ne veut pas.
OK? Donc, on va peut-être laisser le choix aux enfants de choisir, par exemple, les métiers. Maintenant, d'amener vers eux ces différents métiers pour qu'ils puissent choisir, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, comment fonctionnent aujourd'hui les centres de formation professionnelle gérés par l'État? Alors, les centres de formation professionnelle, donc ça a toujours existé. Donc, il y a le lycée technique, donc, qui est là depuis plusieurs années. Il y a le centre CFPP, donc, qui est à Elmina. Et puis, il y a le lycée commercial, donc, qui a sorti des cadres, hein, qui a sorti des cadres. Donc, des gens qui sont sortis de ces centres de formation, qui sont devenus même soit des formateurs ou qui sont des administrateurs donc, dans l'État. Alors, maintenant, peut-être que c'est en fait, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas assez de diversité. C'est toujours en fait la même chose. Donc, ce qui est là, on le garde, mais il va falloir rajouter d'autres formations en plus. OK? Donc, vulgariser, donc, comment dirais-je, varier, mettre des formations qui sont d'actualité. Hein, donc, qui parle un peu de la technologie, qui parle un peu de, comment dirais-je, je perds le mot, dans l'environnement, etc. Donc, dans la plantation, etc. Hein, donc, c'est des choses, en fait, qui peuvent être en vogue actuellement, et puis, mais si on reste toujours aux mêmes formations, donc, ça peut... Savoir varier les filières. Parce que chaque année, ce sont les mêmes BT qui sortent, les mêmes BTS. Voilà. Et il y a un grand nombre en chômage. En chômage dans le cadre tertiaire, mais dans la partie technique, il n'y a pas franchement de choix. Les gens sortent, le travail les attend. Donc après, c'est ceux qui sont peut-être comptables, qui font gestion, etc. Mais ceux qui font les formations techniques, là, je vous assure que s'il y a chômage, c'est une volonté parce que, comme je disais tantôt, à défaut de trouver un emploi, on peut travailler à son compte. Exactement. Alors, est-ce que les diplômes délivrés par ces centres publics sont reconnus sur le marché du travail? Certes, je dirais qu'ils sont reconnus sur le marché du travail parce que, étant moi dans le privé, quand les parents viennent inscrire leurs enfants, la première des choses qu'ils demandent, est-ce que vos diplômes sont reconnus par l'État? Donc, c'est pour dire que ces diplômes sont reconnus. Mais pas certaines structures, en fait. Pour certaines structures, parce que la remarque en est que la plupart des centres de formation qui sont privés, qui sont justement nombreuses, ne sont pas tous reconnus. En fait, on investit de l'argent pour se former, on ressort avec un diplôme, mais qui n'est pas réellement reconnu par l'État. Oui, donc là donc on parle du privé. Oui. Ok, d'accord, du privé. Ok, donc malheureusement, il y a en fait des centres de formation qui en fait donnent des diplômes qui ne sont pas reconnus, mais pas tous. Hein. Il y a bon nombre d'écoles privées donc qui en fait qui font les mêmes concours que l'État, donc qui ont des diplômes d'État, donc à savoir les CAP, donc le BT, le BTS, donc ça c'est des diplômes d'État, donc qui sont donc reconnus par l'État, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, toutes les écoles ne sont pas reconnues par l'État, donc là c'est un cas
c'est un cas où il va falloir, c'est un problème où il va falloir en fait régler définitivement. Donc, en quoi est due cette multiplication de ces nombreuses écoles, Oui, en fait là, bonne question. Alors, si on voit qu'il y a beaucoup d'écoles en ce moment de formation, c'est parce que, en fait, les structures d'État ne peuvent pas tout contenir. Vous savez, il y a l'offre et la demande. Alors, donc, il s'avère que la demande donc, est supérieure à l'offre. Donc, toutes ces demandes-là, l'État ne peut pas satisfaire toutes ces demandes. Donc, heureusement qu'il y a des écoles privées pour récupérer. D'ailleurs, la plupart vont dans les privés, ce n'est pas parce qu'ils le veulent forcément ou parce qu'ils ont les moyens. Non, le privé, souvent aussi, c'est un plan B pour certains. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer les écoles privées. Bon, il faut savoir que pour accéder aux écoles publiques de formation professionnelle, c'est sur dossier. Donc, c'est sélectif. Donc, les gens en premier postulent et donc, en cas de rejet, ils se tournent vers le privé. Cela me mène à poser cette question par rapport aux nombreuses écoles privées qui se multiplient. Alors, répondent-ils à un besoin réel ou une défaillance du système public? Alors, bon, défaillance, je ne dirais pas parce que dans tous les pays du monde, on a des écoles privées. Dans tous les pays du monde. Mais il faut dire qu'on n'en a pas assez quand même d'écoles publiques. Ça, il faut le reconnaître. On n'en a pas assez. Donc, on aurait dû avoir beaucoup plus de structures pour absorber cette demande. Voilà. Donc, alors, oui. Est-ce que l'État encadre, régule ou contrôle les formations proposées par ces centres privés? Bon, ce que je peux dire, moi, en tout cas, on reçoit des inspecteurs. Donc, qui viennent souvent contrôler, qui viennent vérifier donc, nos locaux, matériels, les salles de classe, les conditions, etc. D'autant plus qu'on fait des examens avec l'État, donc les dossiers aussi sont bien épluchés, donc bien vérifiés. Cela est valable pour toutes les écoles de formation professionnelle, ce suivi de l'État? Je ne saurais pas répondre à cette question, donc je ne sais pas. Tout ce que je sais, que nous, on reçoit des inspecteurs, et je ne pourrais pas répondre à cette question. Alors, cette question, pourquoi observe-t-on que beaucoup de jeunes ici de centres privés se retrouvent malgré tout après dans un cul-de-sac après l'obtention de leur diplôme? Ces diplômes qui, soi-disant, sont reconnus ou d'autres pas, mais la plupart du temps, ils se retrouvent dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'ils sont au chômage, oui, vous voulez dire? La plupart de ces jeunes-là. Bon, moi, ce que je conseille et ce que je suis en train de développer avec l'équipe, c'est en fait les formations, comme je vous ai dit, pratiques, où on est apte à exercer tout de suite. À défaut, se mettre à son compte. Alors maintenant, si tout le monde veut, par exemple, je ne crache pas sur la formation de commerce, de comptabilité, entre autres, mais pour moi, il faut bien choisir. C'est surtout par rapport en fait à la demande, parce que
la plupart des élèves qui sortent de ces centres de formation, du lycée technique et autres, arrivent quand même, la plupart, à intégrer des structures comme des entreprises, plutôt, comme la SNIM, comme MCM, Kinross, etc. Donc, parce que souvent on a tendance à dire que, par exemple, la SNIM, c'est du minerai, etc. Alors que la SNIM peut avoir besoin de mécaniciens, peut avoir besoin de soudeurs, peut avoir besoin de chauffeurs poids lourds, peut avoir besoin d'électriciens, etc. Donc, on peut se tourner vers ces structures-là et voir aussi par rapport à la demande, donc le marché, qu'est-ce que le marché demande, et former les élèves en conséquence par rapport au marché. D'accord. Ce chômage-là pourrait s'expliquer par la qualité des formations dispensées, parce que la plupart de ces formations qui sont, je rappelle, très coûteuses, et je rappelle une autre fois, qui sont la plupart du temps délivrées avec des diplômes non reconnus. Est-ce que ce chômage peut être expliqué par ce manque de compétences suite à ces formations-là, justement? Alors, est-ce que, bon, franchement, je ne sais pas s'il y a encore des écoles qui délivrent encore des diplômes non reconnus par l'État. En tout cas, ceux que je connaisse, qui sont en quelque sorte un peu des concurrents, etc. Donc, on se retrouve pour déposer les dossiers de candidature de nos différents élèves précédents. Alors, de deux, la plupart de ces écoles que je vous dis font le concours avec l'État et en fait sortent avec des taux de réussite mais très, 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 très encourageants, très élevés. Donc, là, je ne dirais pas que la formation, la qualité de formation n'y est pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Alors peut-être que les jeunes aussi ne sont pas formés, par exemple, sur les techniques de recherche d'emploi, par exemple. Donc, pourquoi pas ne pas intégrer ça dans les formations? Aider les élèves à rédiger des CV, à rédiger des lettres de motivation, à préparer des entretiens d'embauche, etc. Donc, toutes ces choses-là peuvent aussi être, parce qu'en fait, le marché du travail peut être en fait un inconnu pour eux, parce que ils sont pas, par exemple, si je prends par exemple l'exemple de la France, à partir du collège, on envoie les élèves en découverte, en entreprise. Donc, ils découvrent l'entreprise. Ils connaissent donc l'environnement, le monde de l'entreprise, etc. Alors qu'ici, on peut faire une formation jusqu'à un certain niveau, bac plus 2, et on n'a jamais mis pied dans une entreprise. Donc, c'est quelque chose de loin, d'étrange, je ne sais pas comment je peux le dire. D'inconnu. Voilà. Donc, on va vers l'inconnu. Voilà, exactement, c'est le mot. On va vers l'inconnu. Donc, ça peut être. Donc, après, il faut chercher, en fait, qu'est-ce qui justifie, en fait, le chômage. Parce que si je regarde, par exemple, en Nouakchott, les différents métiers qui existent, où les gens travaillent à leur compte, donc à savoir les ateliers de soudure, à savoir les garages mécaniques, etc. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas bien structurer cela et puis pousser aussi nos jeunes comment dirais-je, à oser donc se lancer, parce que quand on regarde de près, toutes ces, comment dirais-je, ces ateliers, etc., la plupart du temps,
c'est, je dirais, occupé en fait ou innové par des non-Mauritaniens. Donc peut-être qu'on n'ose pas trop, ou bien peut-être qu'on n'a pas cette culture d'innovation, et donc les autres viennent le font. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la formation professionnelle devienne un choix positif et non une solution d'alternative? Donc ça revient à ce que je disais par rapport au fait de le valoriser. Donc de ne pas en fait comment dire, le voir comme un sous-métier. Parce que ceux qui sortent des formations professionnelles ailleurs, par exemple, à l'étranger, ils sont très bien payés, donc reconnus socialement. Donc, je perds le mot. Quand par exemple, je prends l'exemple par exemple d'un chauffeur poids lourd, par exemple, en France, il est mieux payé qu'un infirmier, par exemple. Donc, rien que ça, on ne peut pas dire que ce métier, il n'est pas valorisé, par exemple, dans ces pays. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Donc, soit c'est des métiers qui sont sous-payés, ou bien, en fait, qui sont faits par des gens qui sont en échec scolaire, par exemple. Donc, savoir valoriser les métiers. Ouais. Alors, comment peut-on adapter les contenus de formation aux besoins réels du marché local? Voilà, justement, donc il faut qu'il y ait en fait, il faut que les entreprises travaillent avec les écoles, les centres de formation. Puis il faut que les centres de formation aillent vers les entreprises pour connaître en fait les besoins. Donc les besoins, et puis par rapport aux besoins, créer maintenant des formations pour répondre comment dirais-je, à la demande du marché. D'accord. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette thématique, à le message que vous voulez véhiculer pour plus de compréhension sur le côté impasse ou tremplin de la question? Alors, donc ce que je peux dire, donc j'ai souvent un proverbe que j'utilise souvent pour les élèves. Donc, l'intelligence et le potentiel donc, prennent de nombreuses formes, donc pas seulement dans la performance académique. C'est-à-dire que on peut ne pas être fait pour une formation académique. OK? Et quand on nous oriente vers une formation professionnelle, on est le premier de la classe. On est le meilleur élève, on est le meilleur élément, on est le meilleur, comment dirais-je, informaticien, on est le meilleur soudeur, on est le meilleur électricien, etc. Donc, c'est là où, en fait, mes compétences sortent, surgissent, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on est un bon à rien. D'accord. Alors, merci, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous étions avec Harounassi, comment dirais-je, titulaire d'un bachelor en logistique obtenu à l'École supérieure de Pays de Loire et qui est aussi administrateur à l'École mauritanienne du commerce et de l'industrie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager vos réactions et vos propositions de thématiques sur notre page Facebook et sur YouTube. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.